TAD, 3 lettres pour un service de transport un peu particulier, le transport à la demande. Aujourd'hui, dans votre podcast Mopter, on accueille Charles Apollino Montero, Product Marketing Manager chez Padam Mobility, une start-up qui opère pour de nombreux réseaux et dont les innovations contribuent à développer l'intérêt de ce service aussi bien dans les zones périurbaines que pour les personnes à mobilité réduite. Le transport à la demande existe depuis les années 1930, mais son essor est beaucoup plus récent et l'arrivée de l'intelligence artificielle et des services numériques ont marqué un tournant dans cette activité. Avec Charles, nous allons évoquer les origines du transport à la demande, ses évolutions et des cas d'usage qui démontrent sa pertinence et sa flexibilité dans bien des situations. Vous apprendrez notamment que derrière l'interface de l'appli utilisateur se cache une intelligence artificielle et des algorithmes capables d'adapter le trajet des bus en temps réel en fonction des clients à prendre en charge et de leur destination. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner par l'intermédiaire de votre plateforme favorite. Bienvenue dans le bus à la demande, bienvenue dans Mopter saison 2, épisode 9. Bonjour Charles. Bonjour Bruno, bonjour à tous et à tous. Merci de nous accorder de ton temps dans ce podcast Mopter. On va parler aujourd'hui de transport à la demande. Tu travailles chez Padam Mobility. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter un petit peu l'activité de Padam Mobility ? Oui, bien sûr. Alors, Padam Mobility, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014 par 3 cofondateurs, Grégoire Bonnat, Ziad Khoury et Samir Naim. Et c'est une entreprise dont la mission est de transformer durablement les territoires, les déplacements, on va dire, les déplacements d'aujourd'hui et de demain. Et donc, pour répondre à cette mission, on développe des solutions digitales de transport à la demande qui vont nous permettre de répondre aux enjeux de mobilité et opérationnels locaux. Et donc, on est présent sur une 50aine de territoires en France et à l'étranger. D'accord, donc c'est déjà une vocation internationale. Tout à fait. Ok. Et toi, dans cette entreprise, quel est ton rôle, ton activité ? Alors, moi, je suis Product Marketing Manager, donc j'interviens sur 2 sujets principaux, à la fois sur le produit dans le sens marketing du terme, donc la configuration de son packaging, et à la fois sur l'écosystème autour du produit. Ok, bah écoute, ça me paraît intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de transport à la demande. Est-ce que tu peux déjà nous situer un petit peu qu'est-ce que le transport à la demande, quel est son marché, comment il s'insère dans des réseaux de transport ? Oui. Bon, alors le transport à la demande ou TAD, puisque je pense que je suis surtout utilisé. Oui, c'est un peu vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mode de transport public de proximité qui est, je dirais, à la fois flexible et polymorphe. Pourquoi polymorphe ? Puisqu'il peut prendre la forme de services de minibus, de voitures ou même de bus. Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que la particularité du TAD réside dans le fait que les véhicules, donc que je viens de désigner, peu importe leur forme du coup, ne vont se déplacer que si une réservation préalable est effectuée. D'accord. Et donc, le délai de la réservation, lui, il peut être très variable puisqu'il peut aller en fonction des réseaux ou de la technologie utilisée, du temps réel à plusieurs jours, voire plusieurs mois à l'avance. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que l'intérêt du transport à la demande, c'est que le fait que la demande soit connue à l'avance va permettre de rationaliser les itinéraires des véhicules, de les optimiser en fonction des réservations, en fonction des aléas de la circulation, etc. et d'éviter au maximum les détours et les kilomètres à vide. Ok. Et dans ce transport à la demande, est-ce qu'il y a une tendance en France, en Europe, même à l'international, sur le développement de ce marché, de ce secteur ? Ouais, alors bon. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport à la demande, c'est absolument pas nouveau. C'est un mode de déplacement qui a presque un siècle au final. Et si on s'intéresse même à l'historique du TAD, et là je vais vraiment me référer aux travaux d'Élodie Castex, qui est pour moi la papesse du TAD en France, elle est maître de conférence à l'Université de Lille. En la lisant, on apprend que des premières formes de TAD se sont développées dans les grandes villes américaines et européennes, dans un contexte d'entre-deux-guerres, ou contexte de crise économique, de pénurie de ressources. Et
on va trouver des traces d'existence du transport à la demande en région parisienne dans les années 30. Et D'accord. ce type de transport va prendre la forme de taxis collectifs qui Ok. proposaient à l'époque à leurs clients, parce que c'était des réseaux privés, de relier Paris aux communes de banlieue ou dans certains cas de réaliser des trajets intramuros. Et l'idée là était de partager les voyages avec d'autres personnes pour faire baisser les prix des courses. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de ce mode de transport, donc, qui est apparu à la sauce privée, résultait déjà à l'époque d'une sorte de constat de carence du système préexistant de transport public au final. Mhm. Et, euh, et surtout, au final, quand on regarde bien, quand on s'intéresse vraiment à l'histoire du TAD, ça résultait du décalage qu'il pouvait y avoir entre l'urbanisation rapide de la banlieue Ouais. et le déploiement des services de transport en commun sur les territoires. Bon, au final, en Europe et en Amérique du Nord, ces taxis collectifs vont évoluer progressivement vers des formes plutôt réglementées de transport D'accord. collectif. Et c'est là qu'on va officiellement trouver le terme transport à la demande ou Demand Responsive Transport en anglais. Et en France, les premiers TAD en tant que système organisé et régulé, vont apparaître avec les schémas départementaux des années 70 et notamment la loi LOTI je crois que c'est loi d'orientation de transport intérieur. C'est à ce moment-là que le TAD va vraiment trouver sa définition juridique. Et pour répondre à ta question, après ce petit préambule Ouais. historique, C'est intéressant. de manière générale, moi, à travers l'analyse que je peux faire, en tout cas du marché du TAD, son évolution, je dirais qu'on peut distinguer trois phases, trois étapes, trois époques, on va dire. Ok. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces trois phases vont être assez connotées en termes marketing, puisqu'en général, on attribue des noms au réseau de transport à la demande. Ouais. Donc moi, je dirais qu'il y a comment dire, jusqu'aux années 90, il y a les années Philéo, où on va observer tout un tas un déploiement progressif de services de TAD qui sont souvent artisanaux, gérés manuellement et qui D'accord. sont principalement réservables par téléphone. Donc, Ouais. eux, ils sont principalement adressés aux zones rurales et à des publics seniors ou à des publics PMR. Mhm. Puis, à partir des années 90 et jusqu'au début des années 2000, là, on rentre dans les années Opti, Proxy, voilà, c'est des termes qu'on va souvent utiliser dans les noms des réseaux, Oui. puisque c'est à ce moment-là que le TAD va vraiment connaître une très forte croissance. Il y a plus de 300 services qui vont être créés entre 1990 et 2005 et Ok. qui vont venir s'ajouter aux réseaux préexistants réservables par téléphone. Et donc là, les réseaux qui viennent se créer à ce moment-là concernent aussi bien l'espace rural que les espaces urbanisés de leur périphérie. D'accord. Et cette croissance qu'on va connaître dans ces années 90, début d'année 2000, vont s'expliquer à la fois par des progrès dans le domaine de l'informatique, avec l'apparition de logiciels spécialisés qui vont permettre de mieux gérer les réservations, de mieux calculer les itinéraires, les tournées. Et ça va vraiment permettre au TAD de passer d'un système artisanal plutôt géré manuellement au téléphone à des systèmes informatisés, Mhm. et ce qui va permettre de gérer des flux beaucoup plus importants et de réduire les délais de réservation. Et D'accord. ensuite, et je pense que c'est là que ça va devenir intéressant pour toi et pour ta question, c'est à partir des années 2015, là on va rentrer, je dirais, dans les années lib, flex, mais surtout dans les années où justement on se dit qu'il faut arrêter avec les mauvais jeux de mots et qu'on désigne juste le mode tel qu'il est. Et, euh, et donc du coup, là avec le digital, avec les nouveaux usages qui sont permis par le smartphone, avec l'essor de l'intelligence artificielle et surtout avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la mobilité comme Uber, sans le citer, là, Mhm. il y a vraiment un switch qui va s'opérer. Poussé par des startups de la mobilitech, comme on tend à les appeler, dont du coup mon entreprise Padam Mobility, là, Ouais. le TAD va devenir ce qu'on appelle dynamique. D'accord. Il va proposer du temps réel, il va tout miser sur l'expérience utilisateur et sur la data science. Et donc aujourd'hui, si on parle un peu du marché, donc moi les chiffres que j'ai datent un peu puisqu'ils datent de 2019, donc faudrait voir les croiser avec ceux de 2020. Mais on va dire qu'en France, en tout cas, on recense plus de 600 réseaux de TAD.
Dans le monde, ils se dénombrent en milliers. Et Ouais. en France, chaque année, il y a environ 2 millions de personnes qui utilisent le TAD, rien que sur les zones périurbaines et rurales. Et pour information, Padam Mobility, donc mon entreprise, elle transporte plus de 300 000 personnes par an sur l'ensemble de ses réseaux. OK, donc on voit que c'est un secteur qui est en croissance, grâce notamment à la numérisation, l'informatisation, Oui. l'intelligence artificielle et justement, quels intérêts nouveaux on peut trouver pour des réseaux de transport, pour avec l'usage du transport à la demande? Comment on peut améliorer finalement la vie, quotidienne de différents publics, j'imagine, grâce justement à ces transports à la demande et grâce à toute l'intelligence qui est apportée autour du service? Alors, nous, notre technologie, elle repose principalement sur des algorithmes qui eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle. Et je dirais que il y a ce que l'on voit, enfin ce que l'utilisateur voit, et il y a ce que l'on ne voit pas. Donc là, c'est vraiment notre techno. Alors, ce que l'on voit, j'ai un peu traité tout à l'heure, c'est vraiment toute la partie UI, UX, donc les interfaces qui vont permettre à l'usager de réserver en temps réel à l'avance, de réserver plusieurs dates en une seule fois, de réserver de manière récurrente, par exemple quand ce sont des trajets récurrents. Il y a tout le fait qu'on va vraiment optimiser des trajets en temps réel, adapter des trajets en temps réel et apporter de l'information voyageur. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur des notifications qu'on va vraiment apporter aux usagers. Et dans ce que l'on ne voit pas, donc là, c'est vraiment, je dirais, notre valeur ajoutée, hein, notre techno, Ouais. c'est l'intégration qu'on va venir faire avec les réseaux existants. Puisqu'en fait, nos solutions, elles vont venir compléter et non concurrencer les réseaux existants. C'est-à-dire que les trajets de transport à la demande que l'on va proposer, que l'on va soumettre aux usagers, ce sont des trajets qui ne peuvent pas être réalisés via des lignes régulières. Mmh. Et s'il y a des trajets qui peuvent être utilisés via un réseau existant, euh, ils ne sont pas proposés. D'accord. Ça, c'est des choses qu'on paramètre au moment du lancement du service. Hein, mais Ouais. bon, ça, c'est un point. Oui. Euh, il y a aussi tout ce qui est multi-territoire que j'ai évoqué. Donc là, c'est le fait de vraiment permettre aux usagers enfin, à nos clients, pardon, de gérer plusieurs territoires sous une seule marque finalement, une seule application. Mmh. La possibilité il y a la configuration de services multiples. Donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre à un opérateur, au final, sur un même territoire, de proposer différentes configurations en fonction des cas d'usage en fait qui se présentent sur le territoire, typiquement. D'accord. Il y a aussi les configurations évolutives. Donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre à l'opérateur d'adapter la configuration de son service en fonction de l'heure, du type de jour, de la période de l'année. Enfin, bref. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur une techno qui elle-même est très intelligente et qui va permettre, comme je le disais en introduction, d'aller dans l'ultra personnalisation du réseau, dans la dentelle, où on peut envisager des réseaux qui propose un type de service en heure de pointe le matin, en heure creuse qui adresse totalement autre chose à un autre type de population avec une autre configuration de service. Le soir, pareil. Quand c'est la saison estivale, le service se reconfigure également pour, au lieu de desservir, je sais pas moi, des zones d'activité, de servir des zones de loisirs. Enfin bref, on est sur quelque chose d'ultra paramétrable. Ultra flexible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transport à la demande, hein, de manière générale, qu'il soit dynamique ou non, c'est une solution de déplacement qui va vraiment venir présenter un intérêt dans tous les cas de figure où concevoir ou maintenir une offre de transport classique, donc que ça soit le métro, le bus, le train ou les tramways, va montrer ses limites. Va montrer ses limites dans quel cas de figure? Parce que la demande est trop faible, donc Mmh. là je pense aux heures creuses, parce que la demande est inégale, donc je pense au pic de demande par exemple en heure de pointe versus la demande qui est plutôt faible en heure creuse. Mmh.
Parce que la demande est trop éparse, trop diffuse. Et donc là, clairement, je pense aux zones périurbaines, rurales, parcs d'activités, qui sont souvent en périphérie des centres-villes, ou parce que la demande est trop spécifique. Donc je pense au public senior, au PMR, mais également à tous les publics actifs ou étudiants qui travaillent ou qui étudient à des horaires décalés, par exemple. Ok. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le réseau conventionnel va permettre aux masses actives, en bonne santé, qui se déplacent surtout suivant des mouvements pendulaires. Bon, c'est moins le cas maintenant avec le Covid. Donc, quand ce réseau va permettre en fait à ces personnes de se déplacer rapidement d'un point A à un point B, le TAD, lui, va venir faire dans la dentelle et va adresser vraiment tous les cas de figure un peu annexes qui expriment pourtant mais qui expriment pourtant de vrais besoins de mobilité et qui sont souvent associés à une dépendance à la voiture ou à une situation de précarité mobilité qui peut prendre jusqu'à des formes d'exclusion sociale finalement. Et auquel le transport de masse, on va dire, métro, tramway, bus, ne sait pas forcément répondre. Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça articule? Parce que donc vous êtes un prestataire, vous intervenez pour des réseaux de transport. Comment s'articule l'intégration d'un prestataire comme Padam Mobility dans l'offre de transport public existante? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est on est une entreprise qui va être estampillée B2G2C ou B2B2C, puisqu'en fait, même si on développe des solutions pour permettre aux usagers, donc aux clients finaux, de mieux se déplacer, nos principaux clients, ce sont soit des autorités organisatrices ou soit des opérateurs de transport. Donc, ce sont eux nos donneurs d'ordre. D'accord. Donc, en fonction de leurs besoins, en fonction de l'existence ou non d'un réseau de TAD sur leur territoire, donc on va développer toute une suite de solutions qui va leur permettre de répondre à leurs enjeux et souvent, principalement, c'est ça pour les opérateurs, à leurs enjeux opérationnels. Et donc là, ça va prendre la forme de plusieurs interfaces. Donc, en gros, pour les opérateurs, on va mettre en place des interfaces de guidage donc, qui prennent la mobile ou tablette qu'on va embarquer à l'intérieur des véhicules de l'opérateur. Et donc, cette application va permettre aux conducteurs de suivre leur itinéraire qui est optimisé en temps réel en fonction des réservations, mais aussi d'avoir accès à la liste des passagers à bord, voire d'entrer en contact avec eux. Pour les administrateurs, entre guillemets, donc c'est-à-dire soit le client autorité organisatrice ou soit le client opérateur, là, on va lui mettre en place un site web sur lequel il va pouvoir simuler, gérer, analyser son ou ses réseaux de transport à la demande. Et c'est vraiment sur cette interface que les opérateurs vont venir superviser l'exploitation de leur flotte, configurer les roulements conducteurs, collecter de la data pour améliorer leur service en continu, par exemple. Et en parallèle de tout ça, donc on développe des applications, des interfaces, dont des applications en marque blanche, donc c'est-à-dire qui sont vraiment estampillées aux couleurs du réseau ou aux couleurs, en tout cas, de l'autorité organisatrice pour les usagers. Et donc, ces interfaces vont leur permettre, ces interfaces, c'est soit des applications mobiles, soit des sites web de réservation, ou ça peut être une centrale d'appel, qui vont vraiment leur permettre de réserver leur trajet en temps réel ou à l'avance. Donc, ce qu'il faut savoir, au final, c'est que nous, on déploie uniquement les solutions digitales. Donc, tous les conducteurs… Pas les flottes de véhicules, par exemple. Indirectement. C'est-à-dire qu'on va développer les outils qui vont permettre aux opérateurs de mieux gérer et optimiser leur flotte de véhicules. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les conducteurs des véhicules qui sont équipés de nos solutions sont des salariés des opérateurs pour lesquels on travaille. On n'est pas du tout sur un système de conducteurs professionnels à la VTC. Là, on est vraiment on travaille vraiment avec des opérateurs qui ont leur propre équipe de conducteurs. D'accord. Et pour diffuser un petit peu, parce que je t'ai parlé de ces interfaces, et donc vraiment permettre l'acculturation et permettre justement une bonne prise en main de toutes ces interfaces,
on a des équipes support clients qui vont vraiment venir accompagner, former tant les conducteurs que les opérateurs ou les collectivités de transport à la prise en main de tous ces outils. OK, et vous gérez aussi j'imagine la relation avec les clients finaux, les utilisateurs des services? Ou c'est l'opérateur qui gère ça? C'est l'opérateur qui gère. C'est-à-dire que nous, on va vraiment lui mettre en place toute la plateforme nécessaire pour pouvoir gérer son rapport avec le client final et il va gérer directement. Après, on le fait de manière indirecte puisque finalement, comme c'est nous qui développons les applis, c'est quand même nous qui avons accès, par exemple, aux notations des trajets, aux commentaires sur le service. Donc ça, ce sont des informations qu'on va partager en permanence avec le client opérateur ou avec l'autorité de transport. Mais par contre, on va dire les interventions directes auprès des usagers, et là je pense souvent aux campagnes, on va dire un peu marketing ou com, c'est le client qui s'en occupe directement. D'accord. En fait, nous finalement, on est invisible pour le client. Le client, lui, ce qu'il voit, c'est vraiment la marque de son réseau ou la marque de son opérateur à travers une application mobile qui a été conçue pour répondre à ses besoins, enfin aux besoins du territoire sur lequel il est. Ouais, il y a pas de rupture, on va dire, j'allais dire marketing, mais il y a pas de rupture, d'expérience, utilisateur entre votre service et disons le transport, urbain classique, de l'opérateur? Non. Et là où on va intervenir, c'est qu'on est aussi en mesure de conseiller l'opérateur ou l'autorité sur sa stratégie de communication ou Mmh. sur le design de son application, sur le choix des couleurs, sur le choix du D'accord. wording. Ça, c'est des choses qu'on fait. Mmh. D'accord, et justement, on parle pas mal tout à l'heure, on parle pas mal depuis tout à l'heure d'innovation. Quels sont les leviers, d'innovation pour améliorer, ce type de service, à la fois pour les opérateurs et pour les clients finaux? Mm. Alors, pour les clients finaux, donc les usagers, alors ce qu'on va vraiment faire, c'est permettre d'augmenter leur mobilité de manière générale en leur offrant de nouvelles solutions de déplacement de bout à bout ou en complément des services existants. Et comment dire, la vraie innovation, en tout cas, qui a été rendue possible des interfaces qu'on développe, c'est le fait de pouvoir autonomiser la réservation et vraiment de garantir une expérience utilisateur de qualité et je dirais même, je me permets de le dire, digne des grandes métropoles. Puisque là où on va intervenir, c'est beaucoup et principalement sur des territoires périurbains et ruraux. Mmh. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va apporter, c'est, on va dire, des standards en termes d'intuitivité, d'ergonomie des interfaces, la possibilité de réserver ou suivre son véhicule en temps réel, de réserver à l'avance ou sur plusieurs dates, vraiment d'obtenir des détails sur sa réservation, des notifications, des rappels SMS, bref, ce qui, au final, est quelque chose d'assez standard et d'assez généralisé dans toutes les grandes villes. Oui, C'est peut-être pas forcément le cas, en fait, en territoire peu dense. Donc, nous, d'accord. on va apporter cette intelligence-là. Parce qu'il n'y a OK. pas de raison finalement que ces standards soient réservés aux grandes métropoles qui sont très bien dotées elles-mêmes en réseau de transport. Côté opérateur et côté autorité organisatrice, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment permettre à ces deux types de parties prenantes de configurer leur réseau de transport à la demande en quelques clics. Donc, paramétrer la flotte, les horaires de service, les territoires, les roulements des conducteurs, de configurer leur service, parce qu'il y a différentes façons de configurer son service de TAD. Ça peut être du free floating, ça peut être du Mmh. rattachement, enfin bref, sans rentrer dans les termes un peu plus techniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment euh, proposer des solutions qui sont vraiment configurables et qui sont très intuitives. Et en tout cas, chez Padam, pour le coup, nos solutions reposent sur une architecture dite multi-territoire qui D'accord. vont vraiment permettre à un opérateur ou une autorité organisatrice, à travers d'une plateforme unique, d'opérer plusieurs services de TAD sur un seul territoire, OK. un même service de TAD sur plusieurs territoires ou plusieurs services de TAD sur plusieurs territoires. Donc, il y a vraiment tout qui est possible à travers une plateforme unique, quoi. D'accord. Alors, on va passer, maintenant un petit peu de l'autre côté. On va se mettre à la place
d'une utilisatrice ou d'un utilisateur qui aurait un besoin de transport à la demande sur son territoire. Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu l'expérience, utilisateur qu'il va vivre, du processus de réservation jusqu'à la dépose finalement, à la fin de son trajet. Alors déjà, ça dépend de son canal de réservation, je dirais, mais admettons qu'il utilise l'application. Donc bon, c'est un parcours assez standard où un utilisateur va télécharger une application sur son App Store ou sur son Android Store. Il va se créer un compte, il va être automatiquement géolocalisé et là, il aura accès à une barre de recherche où il va rentrer sa destination. En fonction de sa destination, donc il va lancer sa recherche et là, il y a plusieurs propositions de trajets qui vont lui être proposées avec des horaires, dont des horaires d'arrivée garantis. Et donc, parmi cette liste de trajets qui lui seront proposés, il va choisir le trajet qui lui convient le plus et il va réserver son trajet. Une fois que le trajet est réservé, un décompte va apparaître sur son application avec le temps estimé d'arrivée du véhicule. Il va recevoir plusieurs notifications entre-temps. Il va pouvoir voir sur sa carte le véhicule se déplacer et arriver jusqu'à son point. Et une fois que le véhicule est arrivé, il va pouvoir monter à bord. Donc, il annonce son nom au conducteur qui renseigne lui-même sur sa tablette que le passager est bien monté à bord. Et le conducteur emmène le passager jusqu'à sa destination finale. Donc, il y a deux types comment dire, de configuration possible en fonction des réseaux. La plupart des réseaux, nous, qu'on aide à opérer, ça va être des trajets de stop à stop. Donc, c'est-à-dire que si par exemple l'usager il est à son domicile, l'application va lui indiquer le temps de trajet à l'arrêt, au point d'arrêt, enfin, à l'arrêt de bus le plus proche, enfin l'arrêt de TAD le plus proche. Donc parfois, ce sont des arrêts qui sont matérialisés puisqu'ils sont combinés avec d'autres lignes existantes, mais parfois, ce sont des arrêts virtuels. D'accord. Mais en tout cas, l'utilisateur doit se déplacer à cet arrêt. Dans des cas de figure bien particuliers, et là, je pense notamment aux services pour les personnes à mobilité réduite ou aux services qui nécessitent une prise en charge et une dépose spécifique, on peut faire du porte-à-porte. Donc là, on se rapproche d'un service de VTC où le véhicule va venir à la porte du domicile de l'utilisateur et l'accompagner, enfin l'emmener à sa destination. OK. On va passer un petit peu, maintenant au cas d'usage. Je crois savoir que, Padam Mobility opère, pour une multitude d'opérateurs et puis dans plein de pays différents. Est-ce que vous avez quelques cas d'usage marquants à nous présenter? Et puis, des innovations qui auraient amélioré le service, dans ces cas d'usage? Oui. Alors moi, je pense à notre réseau à Orléans qui s'appelle Resatao. Bon, Orléans, la métropole d'Orléans avait déjà différents services de transport à la demande, mais pour le coup, qui n'étaient pas dynamiques, qui n'étaient pas optimisés. Et en fait, avant, pour être pris en charge par un des minibus de ce réseau-là, l'usager devait réserver 2 heures à l'avance, ce qui décourageait beaucoup d'habitants et qui en amenait beaucoup à préférer leur voiture individuelle. Hein. Parce qu'il y avait des contraintes horaires qui étaient imposées, le délai de réservation dont j'ai parlé. Il y avait des contraintes aussi sur les trajets qui pouvaient être réalisés. C'est des trajets qui pouvaient être faits uniquement ou depuis ou vers certains points du territoire. Donc en fait, nous, on a gagné un appel d'offres, on est allé sur le terrain, on a simulé, on a expérimenté une solution de TAD dynamique en remplacement de la solution existante. Et en fait, les résultats ont été extrêmement probants. Puisque en fait après 6 mois de mise en place de notre solution, les taux de fréquentation ont été totalement dopés, ils ont été multipliés par 3. Aujourd'hui, le service il enregistre jusqu'à 12 000 trajets par mois, qui est vraiment pas négligeable pour un réseau de cette taille-là. Et puis, il y a 68%, je crois, des réservations qui sont effectuées via l'application, alors qu'auparavant, c'était 45%.
D'accord. Donc on Et a le reste, vraiment, ouais, c'est par téléphone en fait, ça fonctionne par aussi par téléphone? téléphone ou sur le site web de réservation. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment permis d'autonomiser la réservation, puisque sans vraiment parler des profils un peu spécifiques qui, euh, qui ont besoin d'une prise en charge un peu plus spécifique, comme le permet la centrale d'appel, ou des gens qui sont pas forcément smartphones et donc du coup qui préfèrent réserver sur Internet. Il y a quand même une grosse partie des usagers qui elles, avaient envie, en tout cas, avaient la possibilité d'être totalement autonomes dans la prise de réservation, de la même Mmh. manière que nous, on l'est en ville avec une application de VTC. Bah, du coup, là, on a rendu ça possible. On a, en fait, via toutes les optimisations qu'on a pu faire, on a également permis d'augmenter la disponibilité du service, Mmh. d'étendre les horaires, et on a introduit, je vous en parlais tout à l'heure, on a introduit le temps réel, donc qui permet au final de se déplacer qui permet des déplacements de dernière minute, quoi. Ouais. Voilà. OK, donc tout ça c'est vraiment intéressant. C'est des en fait, on lève des freins finalement à l'utilisation de ces services grâce notamment, à l'innovation. Est-ce que vous avez quelques chiffres, peut-être un peu plus généraux sur, l'utilisation des services PADA Mobilité dans le cadre, des réseaux que vous opérez? Oui, oui, oui. Alors, en fait, bon, déjà, globalement, puisqu'on parlait de la réservation et du temps réel, des réservations à l'avance, de manière générale, sur tous nos réseaux, nous, on a plus d'un tiers des réservations qui sont effectuées moins d'une heure à l'avance. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on est quand même sur un outil qui est utilisé de manière quasi en temps réel, quoi. On est sur des courses qui sont assez spontanées, donc on permet aux gens de se déplacer sans avoir à prévoir longtemps à l'avance leur déplacement, parce qu'au final, on ne prévoit pas toujours de se déplacer d'un point A à un point B. Et sur nos réseaux, de manière générale, il y a environ 70% des réservations qui sont effectuées via application. On va Mmh. avoir 18% qui sont effectués via les centrales d'appel et le reste, c'est via le site web de réservation. D'accord. Je peux vous parler du taux de groupage, c'est-à-dire c'est un taux qu'on utilise qui permet d'avoir une idée du nombre de courses avec plus de deux personnes à bord. Donc dès qu'il y a deux personnes à bord d'un véhicule, c'est qu'on a déjà groupé. Ouais. Donc sur nos réseaux, il est à plus de 80%. Ça veut dire que votre, logiciel, vos algorithmes sont vraiment capables, de créer des itinéraires pour mutualiser le trajet d'un véhicule et du coup le rendre moins coûteux par passager, transporté? Voilà, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire, c'est tout l'intérêt du TAD, c'est de mutualiser les courses, enfin les trajets, et d'optimiser les itinéraires. Donc, d'un côté, on permet à plusieurs personnes d'aller à leur destination via par un même trajet. Et de l'autre côté, ce trajet, on fait en sorte qu'il soit le moins impactant environnementalement parlant, Mmh. puisqu'on va éviter les détours et on va éviter les kilométrages vides. Alors, je me permets juste d'aborder un point qui est celui de notre contribution à la réduction de l'utilisation de la voiture individuelle, grâce aux alternatives justement de déplacement que nous proposons via le TAD. Donc, en fait, on permet aux gens de se déplacer en se passant de leur voiture pour effectuer des trajets qu'ils ne pouvaient pas faire autrement auparavant. Donc, c'est surtout le cas en heure creuse, en zone périurbaine, en zone rurale. Donc, non seulement on permet aux gens d'adopter des pratiques plus respectueuses en se déplaçant via un mode plus vertueux, car optimisé, car mutualisé, mais on leur permet aussi de faire des économies tout simplement sur leurs frais de carburant et de maintenance de leur véhicule, quoi. On s'est rendu compte à travers nos enquêtes que 86% de nos usagers étaient issus d'un foyer motorisé, qu'un tiers utilisaient auparavant leur voiture pour un déplacement qu'ils effectuent maintenant en TAD. Et à Orléans, par exemple, suite à l'optimisation qu'on a rendue possible, nous avons permis à de nombreux ménages de se passer de l'utilisation de leur deuxième voiture.
Et si je sors quelques chiffres comme ça au niveau même de Padam, nous, depuis le début de notre activité, on a permis de faire économiser près de 82 000 kilomètres de trajet en voiture, ce qui représente environ 16 tonnes de CO2 rejetées en moins. OK, très bien. Eh bien, Charles, merci, infiniment pour, le temps que tu Je nous as vous en accordé prie. aujourd'hui. Et puis, bonne continuation à toi, bonne continuation Merci à beaucoup. Padam et puis, on va suivre, ça de près. Avec grand plaisir et bonne continuation à Mobster. Merci beaucoup Charles, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.